Transport Nacat, un transport de qualité pour les professionnels et particuliers. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir dans le talk show du Phocéen. On va revenir sur ce match nul de l'Olympique de Marseille. On aurait pu débriefer une victoire de l'OM si Aubameyang n'avait pas touché la transversale en toute fin de match. Mais on va devoir analyser quand même ce match nul et voir s'il y a encore des motifs d'espoir dans cette saison de Ligue 1. Et pour en parler, on sera avec Sylvain Souvestre. Salut Sylvain. Bonsoir. Maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille. Un plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est une première pour nous deux. Exactement. Je suis venu quelques fois avec Romain et Seb, mais c'est une première. Le Phocéen, tu connais, mais pas encore moi. Nordine, maintenant, qui est un habitué des émissions. Pas en retard cette fois-ci. Ça fait plaisir. Je me suis dit qu'il n'allait pas le faire, qu'il n'allait pas la faire, qu'il n'allait pas me chambrer. J'étais obligé. Un plaisir de te voir sur le plateau et de participer à cette émission. Comme d'habitude. Et puis, évidemment, l'avocat du Phocéen, Hichem, qui est avec nous. Salut Hichem. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est toi, merci d'être avec nous surtout, ça fait plaisir. Je vais prendre quelques messages là, dans le début de cette émission parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de me voir. J'ai vu déjà des messages passer, est-ce que la saison est terminée? On va regarder la petite rivière en dessous qui va s'afficher avec le sommaire de l'émission. La Ligue 1, est-ce qu'on oublie définitivement? Déjà, on va rentrer tout doucement dans ce OM Nice, dans le débrief de OM Nice. Comment vous analysez un petit peu la défaite d'hier? Tiens, Hichem, je te lance. Déjà, tu as fait un lapsus, on n'a pas perdu hier. On a fait match nul. Mais c'est comme une défaite pour toi, je l'ai senti. Écoute, l'analyse, elle est simple. Je pense que c'est un match difficile pour nous, mais on aurait pu le gagner puisqu'on a deux actions franches. Donc, il ne faut pas oublier Iliman Ndiaye qui se présente seul et qui peut marquer et nous faire passer devant. Après, l'action fantastique de Aubameyang, je lui en veux même pas en fait d'avoir tapé la barre. C'était vraiment une très belle action. Après, l'analyse, bien sûr, il aurait fallu gagner. Et est-ce que pour répondre à ta question, est-ce qu'on abandonne la Ligue 1? Moi, je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas se permettre parce que si on l'abandonne et si en Ligue Europa, on ne se qualifie pas, si on ne la gagne pas, simplement, on n'a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est ça. Donc mon analyse, elle est là. On ne peut pas se permettre de zapper la Ligue 1. Pour l'instant. C'est vrai que là, tu parlais de l'occasion d'Aubameyang. Tu lui en veux pas. On a eu le débat hier, pour tout vous dire, sur le plateau de la troisième mi-temps. On avait Idriss et Renaud qui ont commenté le match. Et eux, pour le coup, ils en voulaient un petit peu à Aubameyang. Ils trouvaient qu'il avait mal joué, finalement, ce piqué-là. Toi, Nordine, t'es d'accord avec cette c'est sûr qu'il lui fallut qu'il ait plus de réussite pour mettre ce ballon au fond parce que ça s'est joué à quelques centimètres. Après, le geste en lui-même s'explique, mais par contre, je trouve qu'Aubameyang n'est pas... il faut bien un secteur où il n'est pas en réussite face à la cage cette saison. Et les piqués ou les petites louches devant le gardien, on va dire que c'est pas le geste qu'il maîtrise le plus, donc il aurait dû être conscient de ça. Cette saison, il en a raté quelques-uns. J'en ai en tête, je crois, face à Lille. J'en ai en tête face au Havre aussi, au stade Vélodrome. Donc il y a quelques piqués comme ça qui, techniquement, il n'arrive pas peut-être à bien... Face à Nice, même au match aller. Face à Nice au match aller aussi. Exactement, face à Nice aussi au match aller. Tu vois, ce fameux geste où tu dois à peine... c'est très compliqué à faire. Peu de joueurs le font. En Ligue 1, moi, j'ai en tête Wissam Ben Yedder qui le maîtrise très bien. À l'international, bien sûr, il y a des joueurs comme Lionel Messi qui le maîtrise bien, mais on a vu de très grands joueurs de ce niveau-là qui ne le font qui ne font jamais de piqué parce que c'est un geste très difficile à réaliser. Il y a Antoine Griezmann aussi qui le fait très bien. Aubameyang, pour moi, est un joueur de grande classe, mais sur cet aspect du jeu, cette saison, il aurait dû être conscient et se dire, bon, je suis devant Bouka, je vise un côté et c'est réglé. C'est dommage que ce geste-là, il ne le maîtrise pas et qu'il veuille s'entêter. C'est comme ça que j'analyse la situation. Toi, Sylvain, tu as le même avis aussi par rapport à l'occasion ratée d'Aubameyang? Tu lui en veux un petit peu ou au final, tu te dis, sans lui, on n'aurait jamais eu cette occasion-là aussi, il allait se la créer tout seul? C'est ça, il se l'a créé tout seul. Sans lui, on n'aurait pas gagné beaucoup de matchs, que ce soit au niveau national ou européen. Je ne sais pas si on parlera de l'arbitrage un peu plus tard, mais on pourra y venir, bien sûr. Ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'on se retrouve à mieux jouer à 10 qu'à 11.
ça donne beaucoup de motifs d'espoir pour les matchs à venir. On verra s'il reste aussi de l'énergie dans les jambes. On ne peut pas lui en vouloir avec tout ce qu'il fait. Il fait le rôle de passeur, il fait le rôle de buteur. Aujourd'hui, comme le disait Hichem tout à l'heure, la rentrée de Ndiaye sur son premier ballon, il doit la mettre. Et puis après, on ne se pose plus de questions. Et je pense que connaissant le personnage, quand je dis connaissance, je le connais comme tout le monde, on a vu sa carrière. Un attaquant comme ça a de l'ego, c'est sûr qu'il doit s'en vouloir lui le premier. Donc là, il y a une analyse à faire. Est-ce que si je me retrouve dans cette situation-là, tu sais, quand tu parles à ton entraîneur des attaquants ou à ton coach tout simplement, ou même à un préparateur mental, ben, il te dit, mais quand tu te retrouves dans cette situation, quel cheminement intellectuel tu as pour te dire, je vais faire un piqué, je vais placer. Et là, peut-être qu'il va se dire, les prochains, il va se dire, je vais assurer avec un plat du pied pour pouvoir mettre au fond. Mais bien sûr, c'est une discussion où on parle du meilleur buteur de la saison avec un nombre de buts incroyable. Je crois que c'est 25 buts toutes compétitions confondues. Donc, 26 même. 26 même, hein, voilà, 26 buts toutes compétitions confondues. C'est sûr que c'est dommage. C'est dommage. Et quand tu dis est-ce qu'on lui en veut un petit peu, c'est ça, je lui en veux un petit peu de ne pas avoir réfléchi à ça. Mais vraiment, ça reste à la marge parce que, comme l'a dit Sylvain, tu penses sincèrement qu'il arrive à réfléchir après s'être créé, on est en fin de match. Ouais, temps additionnel. C'est énorme ce qu'il fait. Ah non, mais ça, c'est énorme. Je ne sais pas si tu étais au stade. Moi, j'étais au stade. D'ailleurs, je salue Sébastien Volpe qui m'a invité. Je le remercie encore. Au stade avec le Phocéen, quoi. Et il y avait son frère, il y avait tout le monde. Et nous, on voit l'action, il se la crée seul. C'est la remarque de Slim. Faut pas oublier que cette action, il se la crée seul. Après, est-ce qu'il a la lucidité en fin de match? Est-ce que tu l'aurais, toi, sur un 5 après 10 minutes de jeu? Il faut se placer dans un contexte vraiment fin de match où l'action, elle est fantastique. Après, il fait un piqué. Sincèrement, il est à 2 doigts de la mettre. Parce qu'elle elle tape en dessous de la barre et elle rebondit. Donc, moi, je maintiens le fait qu'on ne peut pas lui en vouloir. Et j'ai eu une remarque d'un pote hier soir sur un groupe WhatsApp OM Pastis. C'est des potes de l'apéro d'avant-match à l'arrêt de bus. Je les salue. je les salue. Bon, les chips, c'est des cacahuètes de Romain, ça. Et cette remarque est pas mal. C'est de dire, il marquera en Ligue Europa. Peut-être que celle-ci qui rate, il va nous la mettre en Ligue Europa. Et peut-être que du coup, on va peut-être passer. Ouais, mais c'est ça en plus. Il y a des messages dans le chat qui répondent un petit peu à notre question. Ils disent pour 2 cm, on l'aurait peut-être encensé. Donc c'est vrai que ça se joue à l'histoire rien. du foot. Et c'est l'histoire du foot. Ça fait la différence. Dis ça à Gignac en finale de l'Euro avec l'équipe de France. C'est l'histoire du football. Moi, j'analyse le geste de manière factuelle parce que avec la répétition, je trouve que c'est pas un geste qu'il réussit. Mais je suis d'accord avec toi, ça n'enlève rien à l'action exceptionnelle qu'il fait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un joueur de classe internationale qui est capable justement de savoir ajuster un geste quand bien même c'est la 90e minute de jeu. C'est comme un élève que tu as en cours qui est capable d'avoir des 18, des 17 et le jour où il a 15, tu dis on garde l'exigence du haut niveau. Et c'est en tirant les joueurs vers le haut, je pense que dès Aubameyang, s'il y en avait 11 au moins cette année, la saison serait tout autre. Donc n'enlève je pas suis d'accord avec Balerdi toi. quand même, c'est le joueur de l'année. Oui, Balerdi aussi, c'est vrai qu'il a fait un gros match encore hier, puisqu'on est dans l'analyse de ce match-là. Tu voulais parler un peu d'arbitrage, toi, Sylvain, tu me disais hors antenne, qui t'a un peu choqué aussi. Pour moi, il faut qu'on m'explique s'il y a pénalty et s'il y a deuxième carton jaune. En fait, aujourd'hui, hier, c'est l'arbitre qui a fait le match. Qui a tué en fait la dynamique du match. On était parti sur un très bon match avant le carton rouge et aujourd'hui on a de la VAR et je ne comprends pas aujourd'hui ces décisions. En plus l'arbitre prend le temps de la décision, il revient, est-ce que c'est un pénalty de compensation ou pas? Tant mieux pour nous, pour une fois où c'est dans ce sens, mais jamais il doit mettre Marseille à 10. Et tu le sais comment c'est la VAR en fonction du pédigré de l'arbitre, ils vont plus ou moins le froisser, tu vois. Si c'est Slim, le cadre de l'arbitrage français qui officie en match de Ligue 1, le moment où il va peut-être se tromper, je vais me dire c'est le meilleur arbitre français, moi je suis au VAR, je suis un arbitre moins connu, je vais peut-être pas lui froisser sur sa décision. C'est ce qui s'est passé avec Turpin notamment. Donc il y a un peu ce concours d'ego et qui n'est pas profitable. C'est que ça reste des êtres. Ce que tu veux dire, c'est que ça reste des êtres humains
malgré tout Ouais. derrière la VAR et qu'on a toujours l'erreur humaine Exactement. et qu'on n'en sortira pas de Ouais, c'est sitôt, ça. quoi. Tu n'en sortiras pas d'aussitôt, mais elle est plus difficilement explicable avec la VAR, tu vois. Ouais. Une erreur avec la VAR, tu te dis, ils ont quand même eu le temps de visionnage et 3 personnes qui sont dans un car maintenant qui est à Paris, avec du recul, avec une climatisation, une bonne ambiance, tu vois. Ils doivent être bien, les mecs. Tu vois. Un peu de. Tu sais combien la fille, Tu veux dire qu'il n'y a pas la clim ici sur le plateau? C'est ça que tu essayes Il Ici, fait froid en ce moment. On a la clim, on l'a pas mise en route. Non, on est bien là, on est Ah, bien. Non, par on est contre, bien. la deuxième Mais partie tu vois, de c'est ta question, il important. faudra peut-être y revenir, savoir si on oublie définitivement la Ligue 1 et si on se concentre sur le match. Ouais, on va juste laisser Nordine Ouais, terminer. non, je disais tout simplement, et c'est ça qui est dommage. Hier, monsieur Pignard, c'est un tweetos qu'il écrivait de manière juste, Ango Kylian, que je salue, qui écrivait l'année dernière, c'est ce même Jérôme Pignard qui n'avait pas sifflé penalty sur Kolasinac lorsqu'il se fait faire faute contre Monaco au Vélodrome. Vous savez, il tire, il se fait prendre un tacle en retard, il se Ouais. fait soulever dans la surface de réparation. Scandaleux, ça, Et ça. ce même Pignard ne siffle pas, alors que là, hier, sur Balerdi, c'est minime. Et Mumbagna, tu prends un peu de recul, tu dis, bon, c'est un dernier contact, c'est la dernière chance. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment faute. Mais au pire, si tu interprètes, il y a faute, tu l'appelles. Faris, bon, 1, 2, 3. Mais voilà, ne dépasse pas. Un coude, ce que tu veux. Il n'y a rien qui passe. Donc, je suis d'accord avec cette analyse sur l'arbitrage. Rapidement, la question. La Ligue 1, on oublie définitivement. Je mettrai un presque. On oublie presque définitivement. C'est-à-dire que ce dimanche, il va falloir être intelligent dans la rotation d'équipe pour à la fois avoir une chance face à Lens et ne pas te tuer le match face à l'Atalanta. Quand je dis presque, c'est malheureusement parce que moi, j'aurais aimé que l'OM puisse jouer les deux. Mais là, le résultat d'hier t'éloigne de toute compétition pratiquement. Et pour recoller les autres équipes, il va falloir vraiment enchaîner une série. Ouais, Toi, tu Ouais. penses qu'il faut plutôt oublier la Ligue 1? Sylvain, toi, t'es d'accord? Moi, je pense qu'il faut l'oublier. Si on regarde le parcours de l'OM cette année, on n'a perdu qu'un seul match à domicile. La semaine prochaine, on reçoit l'Atalanta. C'est là où il faut marquer les buts. C'est là où il faut reposer les joueurs ce week-end pour encaisser. On a vu le retour de Klose, on en parlera peut-être, qui était très positif hier. Mais pour moi, il faut gagner le match aller-retour au match aller la semaine prochaine. D'accord. Mais du coup, si on oublie la Ligue 1, Sylvain, parce qu'on se connaît bien, donc je vais te tutoyer. Si on oublie la Ligue 1, donc on part du principe qu'on fait tourner complètement, contrairement à la position de notre ami. Donc on fait tourner complètement, et on perd contre Lens par exemple, et on ne se qualifie pas en demi, ou on perd en finale. Donc qu'est-ce qu'on a l'année prochaine? Je suis même pas Sylvain. sûr qu'avec l'effectif complet, on soit en mesure de gagner contre Lens dimanche. On est à 5 points de Lens Ouais, mais aujourd'hui. Si on avec perd, l'effectif c'est fini. complet, tu as peut-être la possibilité de le faire. Alors que si tu fais complètement tourner, tu sais que là, t'es mal. Donc la question, elle est simple, c'est qu'en gros, si on perd tout, on fait quoi l'année prochaine, quoi? Et après, quand on dit complètement pas tourner, en fait, pour juste rapidement pour t'interrompre, ça va se jouer sur 3 joueurs. Oui, c'est ça. Est-ce que tu mets Verretou? Est-ce que tu mets Aubameyang? Est-ce que tu mets Balerdi? En tout cas, lui, Jean-Louis Gasset, hier en conférence de presse, il a dit qu'il allait mettre la meilleure équipe. En tout cas, ceux qui étaient. Il est d'accord avec moi, Gasset. Mais quand Gasset dit la meilleure équipe, c'est en prenant en compte la forme des joueurs. Ça La aussi, forme c'est une réponse. physique, il l'a dit. La en forme plus. physique, voilà, il Ah. le dit. Je pense que c'est vraiment son idée. Parce que la meilleure équipe, c'est pas la meilleure équipe au niveau du potentiel. C'est la meilleure équipe en prenant en compte les formes, les blessures. Voilà, meilleure équipe. Moi, j'aurais mis même d'autres joueurs qui étaient sur le banc. Je les aurais mis titulaires hier. Mais bon, ils sont pas en forme en ce moment. Donc, il y a la forme physique, la forme technique, tout simplement. Donc voilà. Quand on voit Harit hier, c'est compliqué quand même. Ouais, si on parle un peu des cas individuels, je suis d'accord avec toi. Si tu veux aller, vas-y, sur Harit. Non, mais on a vu, il y a quand même des joueurs. Donc qui ont en été gros, il très faudra moyens. pas mettre un joueur qui a mangé un kebab la veille, comme disait je sais plus qui. Ah oui, dois- c'était le PSG C'est ça. Mbappé qui avait mis un message à C'était pas au Neymar. match amical à Ushuaïa, je crois. Ouais, c'était ça. Ça devait être pas loin. Non, vas-y, continue sur Amin Harit. Peut-être toi, t'as pas aimé son match hier. Il a eu 4 dans beaucoup de médias, notamment. Mais en fait, ça fait et c'est quelques celui qui matchs crée qui le ne fait plus pas la d'occasions. différence. Jean-Louis Gasset lui donne sa chance. On a souvent reproché aux entraîneurs cette année, l'année dernière, de ne pas lui donner sa chance. Il a sa chance. Techniquement, c'est quand même très faible alors qu'on attend beaucoup de ce garçon. T'es d'accord Moi, avec je ça, dirais toi, très Nordine faible dans certains secteurs de jeu. Je trouve qu'il est bon dans la sortie de balle sous pression. Hier, au commentaire, ça a été évoqué sur le diffuseur Canal qu'il est bon lorsqu'il faut se retourner dans son tir, dans sa partie de terrain. Et ensuite, plus haut, il a du mal à faire les bons choix. C'est-à-dire que ça a été bien justement dit sur le Phocéen. Tu vois, je regarde. Hein, l'autre fois, tu m'as fait. Tu m'as Ouais, envoyé une c'est petite pointe. Ça a été, vous l'avez dit ici, je me rappelle. Vous avez dit le problème, c'est que maintenant, il n'ose plus tenter.
Et ça, je suis d'accord, parce qu'avant, il était maladroit devant la cage, et maintenant, on a l'impression qu'il se sait maladroit, du coup, il tente pas. Et là, on tombe sur un cercle très dangereux pour lui, parce qu'il va se retrouver à ne plus tenter de dribble et de passe. Donc, Harit qui ne tente pas de tir, Harit qui ne tente pas de prendre des risques dans les derniers mètres, c'est dérangeant, mais attention, il faut qu'il gagne aussi en simplicité. Il y a des fois où il y a des passes évidentes qu'il ne fait pas. Tu veux reprendre confiance en ton jeu, c'est comme nous dans nos métiers respectifs. Tu reviens aux fondamentaux, tu joues la simplicité, et après, là, tu vas commencer à gratter en profondeur, à complexifier ce que tu fais, parce que tu es en confiance. Mais ça ne se fait pas à l'inverse, parce que quand tu réussis pas, tu réussis rien. Et quand tu parles de confiance, il y a également cette occasion là qui entraîne d'ailleurs le carton rouge de Moumbagna. C'est quand même une occasion où là, Harit, il doit tirer, parce que je sens, Hichem, toi, t'aimes bien aussi Harit. Est-ce que tu le sens là, bien. pour le coup, on a dit est-ce qu'on en veut à Aubameyang, est-ce qu'on en veut aussi un peu à Harit sur cette occasion? Je lui en veux parce que je vous rejoins à peu près sur ce point. Moi, j'aime beaucoup Harit. Là, sur ce point, petit clin d'œil à Sébastien Volpe, il comprendra pourquoi. Je pense qu'on comprend tous pourquoi. Voilà. Et vous avez bien suivi du coup le Phocéen. Mais il exagère, Sébastien. Il exagère parce que faut se rappeler aussi que c'est un joueur qui a subi une blessure extrêmement grave. Ouais. Donc, le niveau qu'il atteint après cette blessure, il est quand même assez important. Après, je vous rejoins en fait sur un point essentiel, c'est que la perte de confiance, elle se situe dans les 30 derniers mètres. Et là où il fait beaucoup de mauvais choix, il ne tente pas. Est-ce que c'est ton explication Sûrement, ton explication en tout cas est fondée, tu l'as bien argumenté, dans le sens où est-ce qu'il manque de confiance? Ça se voit, c'est assez criant, il tente pas le bon geste. En tout cas, on a toujours l'impression qu'il fait le mauvais geste. Alors, est-ce que moi, je le défends? Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des joueurs. Alors, manque de technique, je le trouve fantastique techniquement, mais je te rejoins. Non, mais des profils créatifs, je suis d'accord. Je te rejoins, c'est surtout sur des sorties de balles sous pression, où le mec arrive à faire des contrôles orientés avec la position de son corps. Il est très fort. Et donc, il te donne de l'air et il arrive à justement passer le milieu de terrain et à arriver au moment où, par contre, là, il pêche. Il se crispe. Voilà, il se crispe. C'est vrai, ça, ouais. Mais du coup, je pense que c'est juste... Je pense, je ne suis pas dans sa tête. Bien sûr. Mais je pense que c'est juste un manque de confiance. Et donc, il suffit d'une action. Il suffit d'un jour où il va se dire, bon, je tente. D'ailleurs, si tu m'écoutes, Amine... Mais tu vois, il a eu cette action. Pas contre Lens, jamais trop staté non plus dans non, sa pas staté forcément, mais tu vois la simplicité dans les derniers mètres pour continuer les circuits de passe, pour pas forcément toi faire la passe décisive, mais pour ne pas, on va dire, stopper l'action. Tu vois, face à Villarreal, il avait très bien fait ça au stade Vélodrome à l'aller. Il y avait une récupération de balle, il est juste sur le geste et il lance en profondeur. Je crois que c'est lui qui lance en profondeur Aubameyang, ou qui fait le relais avec Moumbagna qui lance Aubameyang. J'ai un doute sur l'ordre des passeurs, sur le match aller de Ligue Europa face à Villarreal. Face à Villarreal, il est sur l'action. Il est sur l'action. C'est lui qui décale Aubameyang. C'est lui qui décale Aubameyang, tu vois. Alors que peut-être la même action hier, c'est un crochet ou une touche de trop qui, au final, ça se joue trop rapidement. C'est des niveaux, c'est le niveau professionnel. À une demi-seconde, si tu n'as pas la bonne surface de pied, tu ne prends pas la bonne décision, c'est terminé. Et par contre, je viens de regarder le classement, il n'est qu'à 5 points de Lens. Je dis que parce que tu les affrontes. Lens n'est pas dans une série exceptionnelle. Lens a gagné face à Clermont très difficilement pour un match face à Clermont. Donc là, je sens que tu vas revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est là que mon presque. Non, c'est là que mon presque tient. Ouais, mais ton presque plus, non? Ah, tu vois, il veut t'embarquer dans son cabinet. Non, ça te coûtera trop cher. Mais Sylvain, ce que je voulais te dire, non, mais c'est tranquille. Non, mais c'est vrai, factuellement, c'est lui qui faut. Tu gagnes face à Lens, tu reviens à 2 points. Et ça va, Lens n'est pas insurmontable cette saison. Non. Offensivement, ils ont des problèmes. C'est une équipe qui n'est plus aussi costaud que l'année dernière. Je pense que tu peux te faire une fin de saison. Mais, comme je l'ai dit, il va falloir gérer ces 3 joueurs clés. Qui tu mets, combien de temps? Est-ce que tu pars sur Aubameyang 1 heure de jeu? Moi, c'est ce que j'aurais fait. On aura le débat avec Lens tout à l'heure, parce que ça sera notre troisième partie. Là, tu vas un peu trop vite, Nardi. Je vais juste prendre des messages, parce qu'on est quand même sur une émission connectée. Il y a CaptoM qui nous dit, Slim, on comprend pas pourquoi Harit est remplaçant au Maroc au profit de Unai, par exemple. Car ce dernier a cette vista de la passe et du tir. En revanche, il a les lacunes qu'on connaît. Vous comprenez ça? Ça joue peut-être une grande confiance qu'a le sélectionneur dû aux performances à la Coupe du Monde. C'est resté dans sa tête parce que c'est vraiment très fort ce qu'a fait Unai pendant ce mondial. C'est une dynamique de groupe de sélection. On le voit dans toutes les sélections où des fois, tu as des remplaçants en club qui sont titulaires et inversement. Je pense que ça joue beaucoup ce qui s'est passé au mondial, même si c'est très loin. Giroud local. Ouais.
le Giroud local. Ouais, dans l'idée Unai, de confiance, parce que Giroud a toujours la confiance et c'est vrai qu'en club, des fois, il était remplaçant. Sinon, pour revenir aux frappes et à Harit qui n'est pas forcément efficace devant le but, il y a Fred OM qui nous dit il n'y a pas que Harit, ils sont tous très maladroits dans les frappes. On peut noter Verretou, Mumbagna et même Valentin Rongier aussi quand il joue. Et je compte même Iliman Ndiaye qui, moi, c'est un joueur, j'ai envie de lui donner une chance. Je veux qu'il soit là l'année prochaine. Il a un profil presque unique. C'est un joueur on parle de jeu sous pression qui, lui, voilà, sait se retourner. On l'a vu face à Montpellier quand il a réglé la mire, il était injouable. Mais c'est sûr qu'on attend de lui plus de régularité. J'ai parlé à des spécialistes du football sénégalais qui m'ont dit que c'est un joueur qui était bien, pas sur le côté forcément, mais en 9,5, un peu dans le cœur du jeu, plutôt libre. Il est bon quand il est dans cette position. Ouais. Mais c'est sûr que, voilà, on parle de crispation. C'est un joueur qui personnifie le manque, on va dire, mental confiance de cette équipe, le manque de confiance de cette équipe olympienne. Parce que même hier, l'action qu'il met... c'est un joueur fin, il sait placer, il sait s'orienter. Là, il a tiré pour dire je suis devant, je tire. Il n'y a pas forcément de but recherché dans cette frappe. Ouais, et du coup, c'est un joueur qui, malheureusement, en fait, t'es créatif déçoit et tes joueurs pas créatifs ne sont pas suffisants pour que tu puisses mettre en danger beaucoup de fois l'adversaire. On a Klaus en attaquant. Ah, c'est vrai qu'on a Klaus. Bien joué. Hier, il a mis une belle pastèque. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Klaus hier pour un match de reprise? Vous avez été. Il était très bien positionné sur le terrain. Physiquement, il avait l'air bien aussi. Techniquement, on l'a vu sur son contrôle poitrine et sa frappe. Son enchaînement, c'était fluide. Il ne se pose pas de questions. On ne le voit pas stressé. Voilà, c'est lui, il est là. Il est en pleine confiance. Le fait d'avoir intégré l'équipe de France, je pense aussi, ça lui a fait passer un cap. Et moi, je suis très heureux de le revoir et j'espère qu'il pourra jouer dimanche un peu et surtout être au top jeudi. Ouais, je pense que dimanche, de toute façon, il aura quelques minutes parce qu'il faudra qu'il ait aussi du rythme. Donc, si là, on vous suit, pour répondre à la question et clôturer cette première partie, est-ce qu'on oublie définitivement la Ligue 1 ? C'est non. Non, c'est oui. À part pour Sylvain, mais Sylvain, il n'a jamais fait les bons choix dans sa vie. Hein. Je frappais à droite quand il fallait frapper à gauche. Tu allais me rétorquer, regarde, il est maire du 11-12, mais bon, il aurait pu être maire tout court. On est quand même sur une émission apolitique, donc on va pas parler trop de politique. Ouais, il est quand même maire du 11-12. Tu tapes Sylvain Souvestre, tu te rends compte qu'il est maire du 11-12. On parle pas politique. Et lui aussi, quand il jouait au foot, il avait cette malchance-là. On voit à l'OM. Tu parles de Sylvain ? Devant les buts, ouais. Ah oui, moi j'ai joué avec l'adjoint au sport actuel de la ville d'ailleurs. On a dit qu'on parlait pas politique, t'as pas compris justement, quoi ? J'associe tout le monde. Mais donc en tout cas, il va pouvoir parler un petit peu dans la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie de notre émission. Ah ouais ? La deuxième partie de notre émission, c'est cette saison est uniquement. Est-ce que cette saison tient uniquement à de la malchance ? On a vu beaucoup de matchs. Le match d'hier, on aurait pu le gagner à quelques centimètres près. On le disait tout à l'heure dans notre chat. On peut se rappeler aussi le match de Nice à l'aller. Il y a eu le match de Strasbourg qu'on perd dans le temps additionnel sur un but un petit peu chanceux. Il y a eu le match, il y en a eu plein, si vous pouvez m'aider. Le match de Monaco avec le loupé de Vitinha dans le temps additionnel. Je te vois venir. Je sais pas si tu as dit Metz à l'aller où tu as un nombre incalculable de poteaux. À la Beaujoire aussi, tu as un ou deux poteaux quand tu fais match nul. Donc, Vitinha, je sais pas si c'est de la malchance. Mais non, mais c'est vrai. Mais pour répondre à la question, je pense que dans ta question, tu formules déjà la réponse. Une malchance, c'est un instant T dans ta vie. Quand ça se répète, est-ce qu'on peut qualifier ça de malchance ? Non, clairement pas. On manque. C'est une saison difficile. Tu enchaînes les coachs. C'est une saison où ton effectif, effectivement, il est peut-être un peu juste au niveau des joueurs. Je veux dire, la qualité des joueurs, pas en nombre, on en a. Hein. Mais c'est pas de la malchance. À ce niveau-là, ça se répète. Il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs facteurs, mais essentiellement, je pense qu'on manque un peu de qualité. Il faut le reconnaître. On en a parlé avant. Il y a beaucoup d'équipes, c'était ta remarque, il y a beaucoup d'équipes qui sont meilleures que nous. On est 9e actuellement de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Et après, on va créer des exploits parce que nous, on y croit. Parce que nous, si on est là, ici, ce soir, c'est parce qu'on est supporter de l'OM et donc du coup, on y croit. Depuis tout petit, je pense, pour tout le monde.
Peut-être à part Sylvain Souvestre qui était supporter du PSG quand il était jeune. Ne vous excitez Du pas, c'est Bayern. une blague. C'est une blague. Donc du coup, Là, ça commence à s'activer. Jamais de la vie. Nadal et le Non, mais Bayern. pourquoi on parlait de malchance aussi? Il y a une stat qui est sortie. On est la première équipe, au moins on est leader quelque part, mais en termes de poteaux touchés cette saison, c'est 17 poteaux touchés en Ligue 1 cette saison. C'est quand même énorme. Alors, est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est de la maladresse? Peut-être qu'ils n'ont pas la même taille des deux côtés, j'en sais rien. Il faudrait peut-être les agrandir. Non, mais Hicham me disait justement, je pense qu'on a un problème d'effectif. Si à chaque fois il faut recruter 15 personnes pour en avoir un bon, parce qu'on voit toujours le verre à moitié vide, le recrutement d'Aubameyang, c'est quand même un super recrutement, mais c'est à côté de lui. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne va pas reparler du joueur qui s'est fait expulser hier ou d'autres, mais on a un effectif qui est très moyen, trop moyen parce que nous, on positionne l'OM là. Voilà, si on n'avait pas des attentes pourquoi il est trop moyen? supérieures, Par manque de finances. Parce que les idées de Longoria, il est très critiqué cette année, mais attendez, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas chercher Murillo, je crois que c'est 2 millions, 3 millions, Ulysse Garcia, 2 internationaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les articles qu'il y avait sur ces 2 joueurs. C'était du style catastrophique quand ils arrivent. À Anderlecht, les spécialistes journalistes belges disaient que Murillo, c'est catastrophique. Ulysse Garcia, il ne mettait pas un pied devant l'autre. En fait, en définitive, ces 2 joueurs, ces 2 internationaux. Je suis plus d'accord avec toi pour l'un que pour l'autre. Sur Murillo, je suis d'accord. Il fait une saison au-delà des attentes, très bon dans la qualité de centre, dans les choix de passes, dans les angles de passes trouvés. Mais ensuite, pour Ulysse Garcia, je trouve, tu vois, par exemple, le match d'hier, avec ballon, il t'handicape pas vraiment parce qu'il prend pas de risques. C'est pas trop ce qu'on lui demande, donc ok. Admettons, on va rester sur ça. Par contre, sur le premier but, ça fait partie des joueurs qui doivent passer devant. Et au final, c'est un joueur neutre moins. C'est-à-dire, c'est un joueur qui ne tire pas l'équipe vers le haut. Et au final, c'est peut-être pas à Ulysse Garcia de tirer l'équipe vers le haut. Mais si ces joueurs-là s'additionnent dans l'effectif, au final, ça te fait un effectif qui, des fois, qui n'arrive pas à enchaîner les victoires. C'est juste ça. Le problème, c'est peut-être pas lui en soi le problème, c'est le fait qu'il ait été appelé pour suppléer un joueur comme Merlin dans une saison où tu joues tous les 3 jours. Et c'est plutôt ça le problème. Ulysse Garcia, tu reconnais une qualité ou pas? Tu l'as vu la qualité qu'il a ou pas? Qualité de centre, tu trouves pas? Ça va. Non, ça va. C'est plutôt un bon centreur, ça va. Mais est-ce qu'il arrive suffisamment à se mettre en situation de centre? Ça aussi, tu vas me dire que c'est collectif. Écoute, après, tu l'as vu beaucoup centré là cette saison, honnêtement. Offensivement, tu trouves qu'il apporte quelque chose? Non, je l'ai plus vu déposer sa fille à l'école parce que sa fille est dans la même école que mon fils, que de faire des beaux centres. C'est bien la seule fois où il a déposé quelqu'un. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais, mais je ne le savais pas jusqu'à la semaine dernière parce que. On ne dit pas où. Non. Non, mais pour toi, pas pour lui. Je m'en fous, moi. Toi, les gens vont venir te chercher. Je m'en fous. T'es connu. Hein. Non, ouais, je suis très connu. Dans mon quartier, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit je vous connais. Mais en ce qui concerne ce joueur, pour revenir à un truc sérieux quand même, parce que le Phocéen, c'est sérieux. Ah oui. Ouais. Attends, c'est l'OM hein, quand même. Semblant, donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on n'a pas vu tout son potentiel. Et effectivement, je te rejoins, on n'a pas vu beaucoup centrer, mais chaque fois qu'il centre, c'est pas mal. Hein, et c'est vraiment pas mal du tout. Tu as des joueurs dans l'ancien temps qui étaient très forts. Hein. J'aime beaucoup Sébastien Pérez, par exemple, mais il n'a jamais fait un centre sur le terrain. Pourtant, c'était la grinta incarnée, mais il n'avait pas qualité de centre. Un latéral moderne aujourd'hui, peu importe si tu joues à 4 ou à 5, il a quand même maintenant une fonction, parce qu'à l'époque, les latéraux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand tu étais mauvais, on te mettait latéral. Et maintenant, c'est quand tu trouves des bons latéraux, tu es heureux dans ce monde, parce qu'il y en a très peu. Et lui, il a cette qualité de centre. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il arrive vraiment où il n'a pas sa chance. Alors, il n'est pas vraiment... Si, il se blesse, hein, Ulysse Garcia. Oui, il s'est blessé, même récemment, il s'était blessé avant le match contre le Paris Saint-Germain. C'est difficile. Après, international suisse quand même. Mais moi, ma réflexion, ce n'était pas sur la qualité intrinsèque de Ulysse Garcia. Je ne suis pas dupe, hein, ce n'est pas le meilleur arrière-gauche du monde. Je dis juste que l'idée de Longoria, et je ne suis pas l'avocat de Longoria d'ailleurs, il ne verse rien. J'arrive à nuancer. Il ne verse rien d'ailleurs, Longoria, si tu veux, bon, bref, un rib. Donc, ce que je veux dire par rapport à quand tu as peu de finances et que tu arrives à faire des joueurs comme ça, au lieu d'aller chercher peut-être un joueur, par exemple, de 18-19 ans, dont tu ne sais pas ce qu'il va donner, à 2-3 millions, c'était des bonnes idées. Et même Ulysse Garcia, je le maintiens.
Même si pour l'instant, effectivement, il n'a pas encore démontré ce que je dis de lui. Mais je pense qu'il a un potentiel. C'est sûr que 2 millions, tu prends moins de risques que 32 millions comme Vitinha, par exemple. Oui. Non, mais Parce qu'après, là, tu parles de malchance de la saison. Pour moi, une saison peut-être chanceuse. Tu vois, par exemple, je vais prendre la saison pleine de réussite l'année dernière du RC Lens. Le RC Lens est allé chercher sa deuxième place. C'était largement mérité. Ils étaient au-dessus. Mais le vent, il tournait des fois. Face à Brest à domicile, face à Reims à domicile, vers les dernières journées, quand Agbadou glisse une fois et fait aussi un penalty à Bollard, alors que Lens ne voit pas le jour, qu'a juste mis une transversale. Je dis que ça tourne un peu quand, face à toi à domicile, ils te font le hold-up. Tu te dis, c'est de la réussite. Donc il y a des saisons comme ça où 70% c'est tes qualités. Parce que Lens, pour moi, uniquement avec leur qualité, aurait été parmi le top 4. Et après, tu as la réussite avec les décisions arbitrales. C'est ça, j'entends moi par malchance aussi. Le talent individuel, les joueurs qui ne se blessent pas. Parce que ça aussi, quand on dit facteur chance, réussite, ça fait partie des facteurs, on va dire, est-ce que tu la maîtrise moins. Est-ce que tu la provoques pas, la chance, Nordine, dans ta vie ou en général? Mais si, Lens, ils sont allés la chercher. 70%, je t'ai dit, c'est leur qualité, voire 80%. Il y a 20% de réussite. J'appelle pas ça de la chance, de la réussite, qu'en fonction de, tu vois, des blessures. Ils sont allés chercher eux-mêmes par une dynamique. C'est sûr. Donc c'est la conséquence de, en fait, des 70%, des 80%. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, des fois, mais dans la vie même. Mais toi, des fois, tu peux faire une saison à 80%. Sans les 20%, mais tu ne te retrouves pas 9e de Ligue 1, ça je suis d'accord. Tu ne te retrouves pas à la place de l'OM, tu te retrouves. Si l'OM avait 80%, on va dire si sur la part malchance et talent, si l'OM avait le talent à 80-90%, une équipe, des bons joueurs et avait beaucoup de malchance, tu n'aurais pas été 10e de Ligue 1, tu aurais été peut-être 4e, 5e, tu aurais talonné le top 4. Donc sur ça, oui, je suis d'accord avec toi que ça dépend avant tout de tes pieds, de ta qualité. Il y a CapTOM qui nous dit aussi la malchance n'a rien à voir avec les points perdus, par exemple en supériorité numérique. Mais là où j'entends aussi malchance, c'est sur les blessures à répétition qu'on a eues. On n'a jamais pu avoir non plus un effectif au complet toute la saison. Est-ce que ça aussi, c'est pas justement lié à de la malchance, et ça en a découlé sur notre saison un petit peu? Malchance ou mauvaise préparation, enfin, c'est compliqué à ce niveau-là. Hein. Tu multiplies les préparateurs physiques, donc tu changes de... C'est pas lié à la malchance. Après, il y a eu des blessures. Non, mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est pas aussi de la malchance. Les gars, la construction de l'effectif, on l'a dit que moi, je suis pas dans les trucs de je suis pour ou contre Longoria, je m'en fous. Moi, je suis factuel. Je peux dire aujourd'hui que Longoria est magnifique et que demain, il a raté. Je trouve que sur ce mercato, c'était encore une fois trop de joueurs, trop de bouleversements, trop de changements. L'OM avait trouvé une certaine stabilité. Bon, Tudor a décidé de partir, problème personnel. Ok, mais l'effectif a encore une fois trop changé. Et quand tu changes beaucoup d'effectifs, et quand t'as pas un État qui te soutient ou vraiment des fonds très puissants, c'est très compliqué, même en Ligue 1. Donc là, tu vois, tu changes à chaque fois d'effectif et là, tu te retrouves dans une saison où il faut que les violons s'accordent. Et tu le sais comment elle bascule ta saison. Elle bascule parce que tu pars limite ta saison en crise parce que tu l'as mal préparée, tu perds ce tour de tour préliminaire face au Panathinaikos. Et tout ça, c'est dû à ta mauvaise préparation. T'as pas anticipé, tu t'es entêté peut-être avec Vitinha. Plein de petits choix malheureux que tu as parlé de Vitinha, mais on en rigole. Vitinha, c'est une catastrophe industrielle, Vitinha. Même Correa, de recruter Correa, de lui donner 400 000 € par mois pour faire les entrées qu'il fait. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, j'ai l'impression qu'il va faire un barbecue. Il est bronzé, il a de l'huile de partout. Je dis que c'est l'Argentin qui a le moins de grinta au monde. Le mec, il n'est pas argentin. C'est pas possible. Non, et puis si tu es obligé de jouer tous les 3 jours avec les mêmes joueurs, c'est normal, au bout d'un moment, tu as le corps qui T'imagines, ton remplaçant, c'est un joueur du niveau de Correa. C'est-à-dire que ton remplaçant n'est pas capable de faire de temps en temps, tu vois, une passe décisive, tu vois, quelque chose au moins, tu vois. Faris Moumbagna a été critiqué beaucoup ces derniers temps, mais au moins, il a mis ses 2 buts, tu vois. Tu dis, bon, allez, ok, t'étais à la rue, mais tu mets tes 2 buts, tu vois. Moi, je suis pas fan, je sais que c'est un joueur embêté avec ses pieds qui est bon dans un certain contexte de jeu, mais il a mis ses 2 buts. Tu dis, bon, c'est un remplaçant qui te sort un peu désolé du terme, qui te sort un peu de la merde quand il est. Là, t'as pas ce joueur-là, t'as pas ce style de joueur-là sur le banc. Et pourquoi, encore une fois, trop de chamboulements? Tu parlais de changement d'entraîneur, on va pas refaire toute la saison, mais t'as fait 24 matchs avec Gattuso. Tu sais qu'il y a une interview de Longoria où il explique vraiment qu'il fait son mea culpa sur sa grave erreur de Marcelino. Il dit pas parce que c'est son ami, il le charge pas. Mais tu comprends qu'en fait, mais c'est tout à fait logique ce qu'il dit. Il dit, j'ai pas anticipé en fait le changement de système. Et c'est là où j'ai fait une grave erreur, parce que bon,
il subit en fait, Longoria. Il subit beaucoup de départs. Sampaoli, Tudor, il choisit pas. Mais après, là où il fait son mea culpa, il dit j'ai choisi un entraîneur qui fait que le système est complètement différent de celui que j'avais avec Tudor. Et ça, c'est ma grave erreur. Ça, il fait son mea culpa dessus. Après, sur les mouvements, bon. Et je t'avoue que j'ai du mal, je te coupe avec ce mea culpa, parce qu'entre Sampaoli et Tudor, c'était un choix assumé de prendre un entraîneur. Le débat avec Sampaoli, c'était Sampaoli voulait des joueurs très forts dans la possession de balle, et Longoria lui a dit, il coûte trop cher ces joueurs-là. Donc Sampaoli a dit, je vais pas aller à la catastrophe, donc il a dit, je prends Tudor, un entraîneur qui prend le jeu d'attaque rapide avec des joueurs moins techniques. C'est pour ça que des joueurs comme Rongier, Vertou, Andoulou Sentinelle et des Tavares et à droite des Clost ont fait une saison merveilleuse parce que ce sont des joueurs qui on n'a pas demandé de faire trop de touches de balle avec de l'énergie, avec un bon entraîneur. Ça a fait plutôt une bonne saison. C'est vrai que, et tu vois, ce choix-là, il a quand même assumé. Donc là, il est reparti vers un entraîneur, tu vois, qui change encore de ce que tu avais avec Tudor, avec Sampaoli. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à le suivre sur la durée. Ce qui est dommage, c'est que j'aimais beaucoup le travail qu'il fait, que Longoria fait à l'OM. Moi, je trouve que c'est logique ce qu'il dit. Quand Sampaoli s'en va, et d'ailleurs, tu as une interview qui sort de Sampaoli il n'y a pas longtemps, Bien où sûr. il dit je veux des grands joueurs et je sens que la direction ne me suit pas. Donc, je dis, il le présente de belle manière en disant je dis je les laisse parce que voilà, je préfère qu'il y ait un autre entraîneur. Donc, il se présente sous un beau jour. Mais en gros, il nous quitte quand même. Il nous fait une petite Bielsa. Et c'est plutôt logique ce que fait Longoria en fait. Il prend un entraîneur qui n'est pas très coté. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'il sait qu'il n'a pas les fonds. Et du coup, cet entraîneur-là, lui, qui prend un jeu spectaculaire, donc ce qu'on aime à Marseille, quand même, parce qu'il y a des vrais supporters, il y a des gens qui comprennent le foot. 90% voire plus des gens comprennent le foot et aiment les joueurs qui se battent. Ça, on aime ça. Eh ben, c'est une cohérence. Tu prends cet entraîneur Tudor, qui est bon, qui fait une bonne saison en Italie, mais sur un club assez moyen, tu le prends, lui, il te dit, ok, moi, j'ai pas d'ambition au niveau des noms et donc de joueurs qui coûtent cher. Par contre, je vais prôner un jeu qui est énergivore. Tu seras convaincu, moi, Tudor, c'est... Donc, pour le coup, je reviens sur la discussion de Longoria, c'est cohérent. Ouais. Le seul moment où il fait une grosse erreur, c'est son ami Marcellino. Mais il dit pas que c'est parce que c'est Marcellino, il dit que c'est parce que c'est le système. Ça, on va pas en discuter, peu importe. Mais ça, c'est la grave erreur. Et là, du coup, effectivement, tu achètes beaucoup de joueurs qui correspondent à Marcellino. Tu te retrouves avec Marcellino qui, au moindre coup de vent, il fait semblant que la vie de Longoria a été menacée par les supporters. Et lui, il fait semblant qu'il a peur. Bah, il s'en va parce qu'il sent qu'il ne va pas y arriver. Ici, à Marseille, il ne va pas y arriver. On le voit. Il n'a pas la carrure. Donc, il s'en va. Et là, tu repars sur encore un autre entraîneur et ainsi de suite. En tout cas, je vois que vous réfutez un petit peu l'idée de la malchance dans cette saison-là. Et comme beaucoup dans le chat, mais c'est important quand même de... j'aimerais savoir ce qui se dit dans le chat, justement, si on était trop dur. Non, dans le chat, ils sont plutôt d'accord. Là, je vais prendre un message, par exemple, d'Azerty. Il faut être lucide en L1. On est à notre place cette saison. Il faut se poser des bonnes questions. C'est ce que vous disiez un petit peu, même si ça fâche, pour faire de meilleurs choix la saison prochaine. La régie te propose un sondage, la régie. Sondage. Malchance ou pas? Non, mais c'est vrai, ça peut être... Non, mais tu vois, c'est vrai que Jeanne nous propose un sondage. Et tu parles du match face à Monaco. Tu peux lancer un sondage. Tu peux lancer un sondage, Jade, pour le chat. Est-ce que cette saison-là est uniquement de la malchance? Je pense que le uniquement, en fait, te fait vraiment basculer dans le nom. Et je pense, est-ce que c'est de la malchance? Tu vois, tu as des matchs où tu parlais du match où Vitinha loupe. Tu es en double supériorité numérique pendant longtemps. Tu es à 11 contre 9, si je me crois. Contre Monaco. Contre Monaco, tu es à 9 à 11 contre 9. Après, à Metz, bien sûr, Okidja met un coup de poing, je crois que c'est à Aubameyang. Et juste après, tu marques, mais l'arbitre siffle avant au lieu d'attendre le but et regarder le VAR. Tu vois, tu as beaucoup de situations comme ça où tu as été malheureux par l'arbitrage, mais pas au point de finir 10e dans une Ligue 1 à 18 équipes. Tu vois. Non, et puis la saison, il faut la voir globalement. Il n'y a pas que le championnat, il y a la Coupe d'Europe. Si on avait été malchanceux, il y a des matchs où on aurait pu passer à la trappe. On a su réagir. On a eu quand même des facteurs positifs. C'est une bonne remarque de Sylvain Souvès. Oh. Merci maître. Mais c'est vrai, et on va terminer cette partie 2 sur ça, et on va passer à l'avant-match olympique de Marseille-Lens, parce que la Ligue 1, ça se joue quand même encore. Olympique de Marseille-Lens, ça sera dimanche à 21h. Prenez le petit calepin et vous pouvez déjà noter. On sera c'est pas 20h45, c'est 21h? Non, 21h, ouais, 21h sur Prime Video. Ça sera en direct également à suivre sur l'Ophocéen à l'avant-match. 4 heures de direct, comme d'habitude.
Petit avant-match, tiens, tu voulais, je te lançais tout à l'heure, Nordine, sur. C'est un jeu de mots. Non, je te lançais. Non. Ah oui, c'est vrai, ça aurait pu, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. C'est le talent. Mais, il est fort, il est trop fort. Mais Nordine, c'est vrai que tu parlais de Lens tout à l'heure, je t'avais un peu coupé, je t'avais dit attention, garde-en sous la semaine pour la 3e partie. Toi, comment tu juges un petit peu cette équipe lensoise à notre portée, peut-être pour dimanche? Ça va être un match équilibré. À ta portée, oui, parce que Lens ne caracole pas en tête de Ligue 1, ne fait pas une très belle série. C'était 3 ou 4 matchs sans victoire avant d'affronter Clermont, qui est dernier de Ligue 1. Donc Lens a su s'en sortir, mais c'était pas une grande domination. On a vu quand même quelques occasions clermontoises. Et en fait, Lens, ce qu'on a vu de très fort la saison passée, ce qu'on a beaucoup cru que c'était uniquement qu'au jeu spectaculaire, parce qu'on a peut-être fait l'amalgame avec le beau public et la ferveur qu'il y a dans cette région et dans cette ville, mais c'était surtout un bloc solide. Tu avais des Lens marquer 1 ou 2 buts, se replier, savait attendre, savait contrer et te tuer, te mettre un 3-0. Là, cette année, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas à la fois faire l'écart dans un match et ils ne savent pas non plus gérer. C'est une équipe qui défensivement, à l'image d'un Samba qui fait de beaux arrêts. Si on n'avait pas vu le Samba de l'année dernière, on aurait dit Samba fait une belle saison. Mais Samba, cette année, comme à l'image de beaucoup de joueurs de cet effectif, est moins bien. Et après, ils ont perdu Fofana, qui est un joueur qui a su faire des grandes différences par le passé avec Lens, et Eli Wahi. Ta colonne vertébrale, en fait, elle est moins bonne. Eli Wahi, qui pour l'instant, c'est pas Openda, qui a du mal à se mettre en confiance et qui a du mal à mettre des buts. Donc oui, c'est une équipe à ta portée parce qu'ils n'ont pas un gardien en grande forme. Bon, je pense que toi, tu es un gardien aussi irrégulier. Et ils n'ont pas un grand buteur. Donc je pense que toi, tu peux justement faire la différence avec tes attaquants. Tiens, sur le petit sondage, donc Jade avait fait 7 saisons, point d'interrogation, pas malchance, malchance. 68%, pas de malchance, donc on est plutôt. C'est bien les d'accord, supporters qui ne se cachent pas. Ah ouais, non, mais c'est vrai, C'est bien. mais c'est intéressant d'avoir ces petits sondages-là, donc quand même, c'est à plat de couture, hein, là, 68%. Sur cette équipe de Lens, toi, est-ce que tu crains un peu ce match-là, Sylvain? On sera à domicile, on n'a perdu qu'un match cette année. La question, c'est de savoir si nos joueurs se sentiront concernés ou s'ils auront déjà la tête au match de jeudi. Grâce au public, grâce à la dynamique, j'ai envie de dire qu'on ne perdra pas. La question, c'est de savoir si on fera match nul ou si on gagnera. Si on ne gagne pas, on se retrouvera entre 5 et 8 points d'écart. Ça sera assez compliqué de rattraper sur les 7 dernières journées. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on gagnera le match, mais toujours est-il qu'il faut vraiment savoir si les joueurs se sentiront vraiment concernés. Il y a quand même plus de stabilité dans l'équipe lensoise que la tienne. Quand je vois les joueurs affichés sur la compo type, il y a El Ainaoui qui est rentré dans l'équipe cette année. C'est un très bon joueur qui est capable, on parlait de jeu sous pression et de faire les bons choix. Il a eu un creux au milieu de la saison, c'est normal, ça reste un jeune joueur, mais il fait une très bonne saison, le jeune Lensois. Après, devant Sotoka et Fulgini, plus Sotoka qui est un joueur habitué, Frankowski qui était présent l'année dernière, Danso, Medina, Gradit qu'on ne présente plus. Donc au final, tu as quand même une équipe qui se connaît et c'est l'avantage qu'elle a sur toi, même si toi, ton équipe bouge pas trop dans les grands matchs. Mais c'est quand même une très belle équipe qui est plutôt régulière. C'est vrai que là, c'était la dernière compo du RC Lens, mais Gradit sera suspendu pour le match contre l'OM. Ça, c'était l'équipe dernière. Ça reste un bon défenseur, c'est vrai, tu le disais. Là, toi, il y a un joueur que tu crains dans cette équipe, Hichem, plus que d'autres? Écoute, moi, j'apprécie beaucoup de joueurs dans cette équipe. Je trouve que Fulgini, peut-être son inconstance fait qu'il n'est pas un joueur qui est au plus haut niveau, mais je trouve qu'il a des fulgurances. C'est un super joueur. Je rejoins Nordine, il ne fait pas une super saison, mais il est très jeune et peut toujours te faire du mal avec sa vitesse, sa technique. Donc il y a beaucoup de joueurs que je crains. J'avoue que cette année, je l'avoue de manière tout à fait transparente, j'ai pas suivi beaucoup Lens peut-être parce qu'ils font pas une aussi belle saison que l'année dernière. Je suis essentiellement l'OM quand j'ai le temps. Enfin non, je suis l'OM tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas trop les autres équipes comme je le faisais avant. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne sais pas ce que ça va donner dimanche parce que je ne connais pas trop l'équipe de Lens, mais j'ai écouté Nordine et lui, c'est un spécialiste. Il nous dit qu'en ce moment, ça ne va pas trop, donc j'ai bon espoir. De toute façon, j'ai toujours espoir, moi. Sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire et c'était contre Clermont, il l'a dit. Donc en écoutant le spécialiste, je peux que être
positif et me dire qu'on va gagner. De toute façon, quand je vais au stade, je pense que parce que je suis abonné, moi, donc chaque fois que je vais au stade, j'ai l'impression qu'on va toujours gagner. Donc, je suis positif. On met n'importe quelle équipe que j'ai l'impression qu'on va gagner. Bon, d'ailleurs, en Coupe d'Europe, pour l'instant, ça marche bien. En championnat, tu l'as rappelé, c'est plutôt pas mal à domicile. Hein. Donc oui, moi je suis pour. De toute façon, je suis dans ma lignée. Hein. Je veux pas lâcher la Ligue 1. De toute façon, je veux rien lâcher. Donc après, tu veux tout jouer. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a un peu ce débat-là là, depuis quelques semaines. Est-ce que la Ligue 1 c'est mort? On en a parlé même dans la première partie. Mais là, il y a Arsène Larsen, un habitué là, de nos émissions, qui nous dit si tu ne bats pas Lens, est-ce que là, cette fois-ci, c'est vraiment mort la Ligue 1 pour vous? 8 points, c'est là, ce compliqué. match. Ouais. Là, je pense que c'est la dernière. C'est la dernière carte là pour c'est la dernière carte. Le reste, après, tu te projettes sur l'Atalanta et voilà quoi. La saison sera une belle page se tournera. On ne sait pas comment, mais ouais, c'est la dernière. Après, cette équipe lensoise, tu as un joueur qui, à chaque fois, te fait du mal récemment. C'est le fameux Pereira da Costa. Ouais. Très bon joueur, très bon milieu de terrain, technique. Et lui, au match aller, c'est lui qui se sort d'une très belle situation où dans ton coin là-bas, dans leur partie de terrain, sur le côté gauche, tu dois faire faute. Tu fais pas faute, il arrive à remonter le terrain, à gagner un corner et qu'après tu prends la tête, je crois, de Gradit et je crois que c'était une erreur de marquage de Balerdi à Lens. Donc il y avait, voilà, c'est un joueur, je sais pas, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Petit périmètre, capable de faire bien jouer, rayonner son équipe. Il n'est pas toujours titulaire avec Lens, mais c'est un joueur comme Nampalys Mendy ou Kelal Naoui fait partie de très bons joueurs de ballon qui peut te mettre en difficulté parce que toi, on le sait très bien qu'au milieu de terrain, tu as des joueurs comme Kondogbia et surtout qui avoir quelle équipe, quel milieu on aura aussi. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de Pereira da Costa. Romain nous avait dit qu'il avait des petites infos comme quoi l'OM s'intéresse à lui aussi en vue de la saison prochaine. Donc, ça pourrait être un joueur intéressant dans la rotation. Et comme NDI, c'est un très beau joueur de complément. Dans une équipe qui tourne bien, il te sublime l'équipe. Dans une équipe catastrophique, je pense pas qu'il te sort l'équipe du lot parce qu'il manque peut-être, je dirais, de puissance et de régularité dans son jeu. Ok, ben en tout cas, ça va être intéressant parce que là, on va passer à une partie qu'on aime bien, que les invités aiment bien. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Ça va être le coach, c'est nous. Alors tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach, voilà, c'est ça les gars, le coach c'est nous. Le coach, c'est nous. Là, le coach, ça va être vous surtout. Moi, je vais me plier à vos choix. Là, l'objectif, c'est de mettre vraiment, mais d'être d'accord surtout, et de mettre la compo que vous souhaitez. C'est pas la compo que vous imaginez que Gasset va faire. C'est vraiment vous, celle que vous souhaitez, les joueurs que vous aimeriez voir. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de système dans quel système vous aimeriez jouer week-end? Je partirais, je ne sais pas si ça a bien marché en soi, mais un 4-3-3, c'est... 4-3-3, ouais, classique. Ou 4-3-3 ou 4-4 de losange. Mais 4-4 de losange, toi, tu vas jouer face à des excentrés très, très collés à la ligne avec Frankowski et de l'autre côté, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, ça va être compliqué pour toi de jouer. Donc, ouais, 4-3-3, c'est mieux. Simple. 4-3-3, donc déjà, on est clair. Paul Lopez, dans les buts, ça, on est tous d'accord. Oui. Malgré ces 2 erreurs là contre Toulouse et contre Nice. J'aime bien, tu remets à chaque fois un petit débat. J'aime bien, t'es bon. Ouais, c'est important. Tu fais vivre. On sait jamais. Non, mais Paul Lopez. Paul Lopez, pas de débat. La défense, là, il va y avoir pour le coup des choix à faire sur le couloir droit. Alors, mettez-vous d'accord. Est-ce qu'on refait confiance à Klaus? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, c'est bien. Il faut qu'il joue. Faut qu'il joue, exactement. Il faut qu'il ait du rythme. Ok, donc Jonathan Klaus, latéral droit. La défense centrale. Donc, il y a du choix. Il n'y a pas beaucoup de choix pour le coup, j'allais dire. Il y a du choix, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Mbemba, ça risque d'être très juste pour Lens. Donc là, il n'y a plus énormément de choix. Pourquoi pas faire reculer Onana? Je ne sais pas. Le choix se fait, ça va être Balerdi ou pas Balerdi, c'est ça, c'est la réflexion, parce que moi je mets Gigot, je le mets titulaire, j'ai trouvé très bon, très sobre face à Nice. Bon, c'est ça change un peu, et c'est bien quand il joue comme ça. Balerdi, moi je pense que je le mets et je le fais finir la série de matchs. Parce que du coup, si on met pas Balerdi, c'est ça, c'est la question. Tu mets qui? Il n'y a plus personne. Tu vas inventer. Après, tu peux mettre soit Onana, soit Gay, soit Kondogbia, ou soit un jeune du centre comme Yakin Madi Saïd ou Sparagna qui fait des bancs en ce moment. Je rentre dans une logique d'effectif, mais je pense que moi, je fais finir la séquence à Balerdi. Jeune joueur, en forme, au moins, en pour bombe. avoir quelques automatismes d'ici jeudi aussi. Mais bon. Après, si tu en mets 1 ou 2 ou 3, tu le fais sortir assez rapidement pour l'économiser, mais tu peux pas commencer sans lui. Hein. Non, si on met Onana en défense centrale, j'oublie même mon nom. Mais bon,
Donc Gigot, Balerdi en défense centrale, on parle là-dessus. Plutôt Gigot à droite et Balerdi à gauche, comme on a vu ça comme d'habitude ce week-end, comme contre Nice, comme d'habitude, exactement, Nordine. Latéral gauche, Soglo est encore blessé à la cheville. Merlin, on parle d'une reprise peut-être, mais contre Lens, ça sera très très juste. On espère peut-être contre l'Atalanta. Du coup, Garcia, Luis Enrique peut-être en latéral gauche. Murillo peut-être également latéral gauche. Ouais. Si Murillo est présent, moi je mets Murillo. Ok. Ouais, moi je mets Murillo. Après, faut voir. Au niveau de l'état de forme, je pense que Garcia est plus en forme que Murillo. Après, en termes de profil de joueur, Murillo m'a donné plus de garanties. C'est un joueur qui fait quand même avancer le jeu, qui, des fois, comme je l'ai dit, collé à la ligne. Des fois, tu vois, tu as été latéral droit ou gauche, tu as les épaules orientées. Ben lui, Murillo, c'est un joueur positif. Il a toujours les épaules orientées du bon côté pour aller de l'avant. Il a le pied droit, il a le pied gauche. On a vu en sélection qu'il savait aussi tirer des coups de pied arrêtés. C'est un bon joueur. Moi, je mettrais Murillo. Donc, je prendrais le risque avec lui de le mettre. En gros, il faut s'entendre, de toute façon. Ouais, c'est ça. Là, ça va falloir. Après, il a tué le game, là, Nordine. Si tous les deux on est d'accord, c'est bon. Si tous les deux vous êtes sur Garcia, ça va être Garcia. Garcia, non. Monsieur le maire. Non, ça va. On finira à 10. Donc Murillo à gauche, ça vaut. C'est bien pour voir le. Lui, il est qualifié en tout à fait. Donc, alors que Garcia, non. Ouais. C'est important. Je vais dans ton sens. Je le savais parce que je t'ai fait un chèque avant. Pour jeudi. Donc Murillo, vraiment, vous êtes tous d'accord sur non, il a pas. Oui, Murillo pour préparer jeudi, voir quel est son niveau. Tu vas pas vraiment dans mon sens, en fait. Alors, il y a Alex Van Tirol qui propose plutôt Murillo à droite et Klaus à gauche. Ah oui, il trouve que on avait fait ça. Et plus... Klaus, il aime bien repiquer. On l'a vu hier sur le but. Il est plus à l'aise à droite, je trouve. Mais okay. Oui, on est plus à l'aise à droite, mais il avait joué justement, c'était contre Lens à Lens. Vous vous rappelez ou pas? Klaus avait joué à Angers. À Angers, il avait marqué d'ailleurs sur le côté même gauche. À Lens, je crois qu'il avait joué contre Lens, à Lens, côté gauche. Mais bon, peut-être les internautes, ils vont dire que je dis n'importe quoi. Mais je dis souvent n'importe quoi. La saison dernière, il a beaucoup joué à gauche. Oui, non, c'est un joueur qui s'est joué. Mais moi, comme je dis toujours, quand tu as un très bon joueur et un joueur bon ou peut-être moins bon de l'autre côté, j'aime pas changer parce qu'après, ça te fait deux joueurs moyens où tu n'as plus de côté fort au final. Donc j'aime bien accentuer ce côté-là où le mec est en forme, reste à ton poste et je ferai un choix ailleurs. Ouais, et puis du côté, l'attaque gauche de Lens sera peut-être meilleur et il vaut mieux peut-être laisser Klaus face à qui? Fulgini? Oui. Ouais, mais il y aura aussi leur latéral de Nordine a oublié le nom. Je te l'assure, je suis désolé les gars. Non, mais c'est vrai. On t'excuse pas, Nordine. Ah oui, c'est Machado. Machado, qui m'a pas marqué cette saison. Donc c'est Machado qui marquait pas mal ce début de saison. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est assez surprenant. Au milieu de terrain, donc dans le 4-3-3, j'imagine une sentinelle juste devant la défense. Vous repartez avec Kondogbia, classique. C'était pas terrible hier. Il a été moins bon contre Benfica, c'était pas mal. Il a été très bon en Coupe d'Europe, mais hier c'était catastrophique. Il n'aime pas Nordine. Non, je suis déçu. C'est même pas je suis pas énervé, c'est de la déception. C'est un joueur que sur l'ensemble de la saison ou le match d'hier? Sur l'ensemble de la saison. C'est un joueur qui doit t'apporter plus de garanties. Mais là, vous le mettez titulaire là, pour le Lens. Slim, il revient à son équipe. C'est important. Il y a pas de. Arrêtez de parler. Il est titulaire ou pas? Oui. Kondogbia en sentinelle. Après, au milieu, on l'accompagne de qui? Verretou, Harit, Unai, Onana, Gay. Là, c'est la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on fait tourner ou pas? Donc la question pour Nordine, c'est Verretou. Est-ce qu'on fait tourner ou pas? Désolé, Kondogbia. Tu le mets pas finalement? Tu vas mettre Gay? Je le mets pas. Tu vas mettre Gay? Je mets Gay, Verretou, Unai, mon milieu de terrain. Okay. Je pars sur un principe de garder de la stabilité avec Verretou. Après, tu pourrais le faire sortir au bout d'une heure de jeu et mettre Kondogbia, pourquoi pas. Gay qui ne joue pas en Ligue Europa, donc qui n'est pas qualifié. Du coup, tu ne perds pas au niveau de la forme physique. Et Unai, parce qu'il a été plutôt intéressant par rapport à ce qu'on a vu d'habitude face à Harit, qui lui n'a pas fait une bonne prestation, et ça n'empêche que Harit peut être titulaire ce jeudi. Mais pour ce match-là, je vois bien un joueur comme Unai. Oui, puis ça peut piquer un peu Harit aussi. Vous êtes OK avec ce milieu-là, Hichem? Pas du tout OK, mais est-ce que j'ai le choix? Non, je rigole. Pas, Sylvain, toi, ça m'intéresse vraiment. Sur les équipes, Verretou, moi, je le trouve toujours très intéressant. La question, c'est de savoir si on joue la Ligue 1 ou pas. Est-ce qu'on le met au repos? Mais si tu le mets pas... Donc déjà, Gay en sentinelle. Après, ça va jouer entre Verretou ou Unai. Tu es obligé de le mettre. Le but, c'est de marquer très rapidement et de pouvoir sortir tes joueurs après, on va dire. OK, donc Verretou. Après, moi, en fait, c'est la question, c'est de savoir si je mets l'équipe que j'ai envie de voir jouer, en fait, sans considération de avant, après, non, tout ça. Ça c'est vraiment j'ai mis l'équipe type alors du coup.
Mais bon, encore une fois, vous placez plus... C'est qui, mais du coup, par rapport à l'équipe... T'as Kondogbia, Verretou, Aminarit. Mais encore une fois, ça ne sera pas le cas. Parce que... Mais c'est pas l'objet. Voilà. Là, l'objet, c'est vraiment... L'objet, c'est la nôtre. Voilà. Moi, j'aurais préféré l'équipe type, mais encore une fois, voilà. Mais tu vois, même ça, ce concept d'équipe type, je suis d'accord avec toi, mais même dans une vision d'équipe type, pas sûr que je mette Harit, tu vois, sur la dernière prestation. Comme tu dis, c'est bien un peu de le piquer, de montrer qu'il y a un joueur comme Unai qui a un niveau qui peut atteindre celui d'Harit. Unai, tu trouves qu'il a fait une bonne rentrée hier? Ouais, il a joué, il est rentré pas dans longtemps, le temps additionnel, Ouais, pas longtemps. C'est le dernier match qui était bon. 20 premières minutes, voire la première demi-heure de l'avant-dernier match. Ah oui, contre Toulouse. Contre Toulouse, merci. Voilà. Il était plutôt... donc on part sur ce milieu-là, Gueye, Verretou, Unai. Je pense que Nordine et Sylvain étaient OK. Pas de souci, moi il n'y a pas de souci, c'est la majorité. Donc, Et l'attaque du coup, parce que là l'attaque, est-ce qu'on fait souffler Aubameyang? Est-ce qu'on le laisse titulaire? Il n'y aura pas Mumbagna pour le coup contre Lens, suspendu. Je pense qu'ils seront d'accord pour le mettre, moi je le laisserai au repos. Mais non, après il n'y a pas beaucoup de choses. Moi je mets Aubameyang. Je mets Aubameyang devant, après tu le mets? Toi tu le mets, toi, non, dans ton optique ouais, parce que tu sais que j'ai envie d'avoir la meilleure équipe. Donc je le mets. Mais même si j'entends le... Mais dans les règles que tu poses, Slim, en fait, oui, je le mets. Parce que si tes règles étaient différentes, on prend en considération l'équipe par rapport au match d'après, je fais tourner. J'ai envie qu'il soit frais. Mais dans les règles que vous avez fixées, vous, au Fossé 1, ouais, je le mets, bien sûr. Donc Aubameyang, et après, qui accompagne Aubameyang? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de choix. Il y a encore Luis Enrique, Ndiaye et Correa. Bon, donc Correa, tu vas le mettre, Nordine. Peut-être Ismaïla Assar, qui sera peut-être disponible, mais juste pour jouer. Ismaïla Assar, il va rentrer peut-être, non? Exactement, sûrement pour rentrer. Donc Luis Enrique, moi j'aime. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? C'est vraiment... Pour le coup, c'est un joueur, tu sens qu'il a un potentiel énorme. Et est-ce que c'est psychologique? Il peut... je sais pas, il a une accélération de fou. Je sais pas, il s'inhibe, quoi, ce joueur. Non, vous n'avez pas cette impression que... Hier, il fait un bon match, honnêtement. Hier, il fait un match honnête. Moi, j'aime bien ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il est à 40% de son potentiel, quoi. J'ai cette impression qu'il se fait pas assez mal. Ouais, c'est ça. Ouais, et quand on dit se faire assez mal, on a toujours l'image du joueur qui sort avec le bandeau taché de sang, la grinta. Non, se faire assez mal, c'est sortir de sa zone de confort. Se dire, il est toujours dans sa zone de confort. Exactement, se prendre 2 ou 3 mois d'entraînement et se dire, je vais prendre en capacité physique. Capacité physique, je parle bien sûr le fait de répéter les efforts. Je parle pas. Mais il a non, ça. mais tu vois, j'ai l'impression que il fait pas souvent des accélérations. C'est un joueur qui est capable de le faire, mais il en fait 3, 4 par-ci, par-là. Alors que c'est un joueur qui doit prendre le ballon, qui doit percuter. Oui, il a les qualités physiques, athlétiques et de vitesse pour aller provoquer un peu plus. Des fois, il est technique. Hein. Oui, il est plutôt propre, c'est vrai. Pied droit, pied gauche, il est plutôt propre. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui, des fois, t'a déçu, a fait des choix bizarres, des choix sur la contre-attaque face à Lorient, je crois. Non, mais du coup, dans cette optique de Enrique la meilleure compo. et Ndiaye. C'est Enrique et Ndiaye, il n'y a pas de... Tu me dis Correa. Non, par élimination. Il s'énerve et tout. Ouais, t'as vu, on a dit Correa, il commence à s'énerver. C'est le quartier qui revient. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Non, mais... Alors, pour le coup, Ndiaye en faux neuf et Aubameyang à gauche, ou plutôt Ndiaye sur un côté? Vous disiez Ndiaye, c'est pas forcément... Mais là, en position défensive, je fais défendre Ndiaye sur le couloir, même s'il n'aime pas ça, parce que Lens va te tabasser sur les côtés. Mais sinon, avec ballon, je mets Ndiaye en retrait des deux, et les deux... 9,5 et les deux faire leur vie devant. Ça, c'est beau, ça. Donc, mais Ndiaye, c'est clair, c'est un 9,5, quoi. Donc Aubameyang sur un côté, à gauche. On est d'accord, hein? Ah, mais clairement. Ndiaye donc en 9,5, enfin un petit peu faux 9, et Luis Enrique sur le couloir droit, comme il était contre Nice, d'ailleurs. Donc voilà, ça, je pense que ce sera ça la compo d'équipe. Gasset, si tu nous entends. Et Gasset, voilà. Enfin, si tu les entends, non, parce que c'est pas mon équipe. Pas forcément d'accord. Ouais, si tu les entends. Mais après, si tu m'entends à moi, tu mets l'équipe. Bah, ça se joue à qui au final? Ça va moi, ça joue par rapport à surtout Gueye.
au milieu, Gay et Harit, toi que tu changerais en fait. C'est 2 joueurs que tu changerais. C'est Gay et Unai. Mais moi, j'aime bien Gay, hein, mais bon, je l'aime plus trop parce qu'il re-signe pas. Mais Gay et Unai, ouais, ça se joue sur ça. Mais après, ils m'ont imposé Murillo. Hein. Vous vous rappelez quand même cette histoire de Murillo. Parce que Murillo, tu me dis, il a pied gauche, pied droit. Non, il a un pied droit. Hein. Le pied gauche, il sert à monter dans le bus, hein, comme on dit. Il est plus à l'aise à droite, c'est vrai aussi. Ouais. Mais bon, il a fait ses preuves. Il a joué à gauche. Hein. Je reconnais que tu as raison. Il a fait des bons matchs à gauche. Mais c'est vraiment... Tu sens qu'à gauche, c'est vraiment... Tu trouves ? Ah oui, à gauche, il prend 0 risque, hein, Murillo. Tu l'as jamais vu centrer du pied gauche. Tu l'as vu centrer du pied gauche? C'est vrai. C'est comme un peu Luis Enrique, Garcia, quand il avait joué à droite, il n'était pas forcément à l'aise. C'est difficile, hein, parce que contrairement à ce que tu dis, après moi j'ai joué latéral quand j'étais jeune. Tu vas me dire on s'en fout. Non, mais on s'en fout pas. Mais c'est vrai qu'on s'en fout, mais peu importe. Du coup, droitier. Moi, je suis droitier et je jouais soit 6, soit arrière droit. D'ailleurs, mes amis vont me charrier, mais je passe un bonjour à Peter Luxin. Et je jouais avec Peter Luxin au Caillol, c'est pour ça, en moins de 15 nationaux. Et on me charrie sur ça. Parce que depuis, on m'a dit il y a eu Tchernobyl et toi, tu as perdu tout ton ballon. Ouais, et je leur ai dit Tchernobyl, c'était avant. Mais bon, ils ne me croient pas, ils pensent que je suis encore plus vieux. Donc, tout ça pour dire, pour reprendre mon explication, c'est quand tu joues arrière latéral, tu as tes habitudes sur ton pied fort et quand on te met de l'autre côté, même si tu es pro, parce que là, il ne faut pas se comparer. Ça change totalement. Voilà, moi, j'étais simple joueur en moins de 15, donc j'étais à ma place, même si c'était moins de 15 nationaux. J'étais simple joueur jeune, mais je me rappelle le peu de fois où on m'a déplacé. Bon, jouais essentiellement 6, mais quand on me mettait arrière droit, ça allait bien. Et j'ai joué 2-3 fois arrière gauche, c'est très difficile. Et même pour un pro, mais ça se voit, hein, Murillo, en tout cas, si on parle de Murillo, moi, les matchs que je le vois faire à gauche, il prend 0 risque. 0 risque. Il t'apporte rien offensivement. Rien. En tout cas, on verra. C'est votre compo. On verra ce que va faire Gasset ce week-end. Il se dédouane. Il se désolidarise. Mais clairement. Du coup, on va passer à la partie que les auditeurs aiment bien. C'est les questions-réponses. Les questions-réponses, cette quatrième partie de notre émission. Alors, j'avais déjà noté quelques petites questions dans le chat qui commençaient à fleurir. Une question assez simple, hein, j'ai l'impression. CapToM qui nous dit est-ce que vous préférez battre Lens mais perdre Aubameyang sur blessure ou perdre contre Lens et aucun de nos joueurs sont blessés? Perdre contre Lens. Mais surtout que la question, elle est multiple. Tu commences par perdre Aubameyang ou perdre plusieurs joueurs. Vas-y. Tu balances, mais tu perds Aubameyang sur blessure. Ou inverse. Mais après, tu as dit plusieurs joueurs dans ta question. Et après, c'est la question de CapToM qui nous dit en revanche, tu gagnes contre Lens. Et tu perds Aubameyang. Tu gagnes contre Lens et tu perds aucun joueur. Tu gagnes contre Lens et tu perds aucun joueur? Non, l'inverse, parce que sinon c'est le cas parfait. Non, mais là, il m'a perdu. Il m'a perdu. Tu balances. Non, la question tu préfères tromper 1000 fois une personne. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Si Canard qui te perdu. C'est bon. Non, tu préfères battre Lens. Laissez Sim poser sa question. Tu préfères battre Lens. Il a glisse comme un ornithorynque là. Là, il glisse comme ça. Tu préfères battre Lens. Tu préfères battre Lens ou perdre Aubameyang ou perdre Aubameyang sur blessure, ou tu préfères perdre contre Lens et garder tous tes joueurs? Ouais, bon, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. C'est une question qui n'est pas tout à fait... Elle est multiple. Non, ta question, c'est soit... il se croit au tribunal. J'ai compris le but de la question. C'est justement que tu te dis... Vous imaginez vraiment que quelqu'un va dire « Ah ouais, je préfère perdre Aubameyang ». C'est la question de notre CapToM. Est-ce qu'il y en a un qui va répondre ça? Franchement. Je sais pas. Peut-être que vous avez moi, j'ai dit « Je préfère perdre contre Lens ». Donc, chez nous, il n'y a personne. Et parmi les supporters... Vas-y, fais un sondage, tiens. Malheureusement, ta saison est presque terminée, mais si elle est presque terminée, elle sera terminée, mais avec Aubameyang. Donc, on va garder Aubameyang. On garde Aubameyang. Tiens, Azerty qui nous pose la question. Aubameyang, la saison prochaine, qu'est-ce qu'on en fait du coup? Est-ce que vous aimeriez le garder ou le laisser partir? C'est une évidence. Il y en avait beaucoup, parce que vous vous rappelez pas le début de saison, ou si vous en rappelez très bien en fait. Hein.
Mais il se fait des questions-réponses. Il était très critiqué. J'ai pas besoin de vous, finalement. Tu peux rentrer. C'est bon. Bon, désolé. Donc non, certainement qu'on le garde, même s'il a été très critiqué en début de saison. Mais bon, il a prouvé. Après, je comprends, les gens font toujours le comparatif avec Alexis Sanchez. Et se disent... Ça a été fait surtout en début de saison, ouais. Un peu moins après sur la ouais, fin. Mais tu as toujours les nostalgiques de Alexis Sanchez. Et moi, à eux, je leur rétorque la chose suivante, parce que leur argument, c'est de dire « Ouais, mais Alexis Sanchez, il te crée du jeu, il vient... » Ok, mais il te crée du jeu, mais regarde ce que fait Aubameyang en termes de stats, je veux dire, d'impact. Parce que les stats, au final, on s'en fout un peu. Sanchez, c'est magnifique à voir jouer. Et sincèrement, je suis un fan de ce joueur. Et quand il est venu, il nous a apporté beaucoup. Grinta, c'est ce que tu dis tout à l'heure, c'est Aubameyang, Alexis Sanchez. Tu sens que pour nous, en ce moment, c'est au-dessus de ce qu'on... Malheureusement, on aimerait avoir que des joueurs comme ça. Nous, à l'OM, surtout des jeunes comme Sylvain et moi qui avons connu 93. Et on était en âge de bien comprendre les choses. On avait 3 ans pour toi et moi, 12 ans. et moi 4 ans. Ne dis pas le vrai âge, Sylvain. Donc, ça. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que bien sûr, Aubameyang, c'est fantastique ce qu'il amène depuis très longtemps. Et encore une fois, j'insiste sur cette action, mais moi, je ne peux pas lui en vouloir sur cette action parce qu'il m'a fait rêver, quoi. Comme si je retournais en enfance sur l'action d'hier soir. Je veux dire, quand il se la crée et tout, je ne pense pas qu'il soit capable de se la créer tout seul parce qu'il y a beaucoup de Lensois. Il y en a 2-3. Il a peut-être un compte favorable parce que moi, au stade. Niçois, pas Lensois. Non, même pas, c'est pas un compte favorable. Exactement. Il se la met bien, en fait, il fait le coup de rein au bon moment. Il n'y a pas de compte favorable parce que moi, au stade, j'ai même l'impression qu'il provoque et il a un contre et il se présente seul. Donc, il n'a même pas de compte favorable. Non, il n'a pas de favorable. Il maîtrise totalement. Et donc, du coup, oui, Aubameyang. Le garder, oui, mais bien l'entourer. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on aurait aimé à garder justement Aubameyang et Sanchez. Oui, ça aurait été... Justement, là, il y avait une question d'Alex Van Tirol dans le chat. On va prendre cette dernière question avant de rendre l'antenne. 5 joueurs s'il y a 5 joueurs à changer la saison prochaine, c'est lesquels en priorité? Ouais, là, c'était sa question. Garcia. Je pense que... Sur les titulaires ou en général? Ah non, ce que vous voulez, c'est 5 joueurs de l'effectif. On va prendre les joueurs titulaires. Je pense que par exemple, un joueur comme Samuel Gigot, je discuterai avec lui, je verrai, je lui donnerai pas le même rôle, tu vois. Je dirais, Samuel, il faut partir maintenant. Samuel, tu restes, mais tu seras dans la rotation l'année prochaine, tu perdras ton brassard. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? S'il n'est pas prêt, je le vends et il ira s'épanouir ailleurs. Okay. Parce que je pense que Samuel Gigot, prends qui à la Paolo place Lopez, je le reconduis pas. Je cherche un autre gardien. Parce que, en fait, Paolo Lopez, il a fait une soirée enchantée pour beaucoup de déceptions. Et donc, il est sous-performant. Après, si on monte un peu, des joueurs Correa, j'en parle même pas. Et après, sur ça, tu vois, genre comme, je suis désolé, je vais radoter, mais genre comme Garcia, c'est pareil. C'est pas sûr que je le reconduise quand bien même il faudrait faire de la rotation. Je comprends. Si on monte maintenant... Mais du coup, on prend qui avec quelle finance? C'est ça aussi le débat. Tu vois, si tu me dis, t'enlèves 5 joueurs, moi, je veux prendre je veux prendre les meilleurs joueurs du monde. Mais le débat, il est pas aussi restreint. C'est-à-dire que il faut voilà, c'est ça. Si tu en enlèves 5, qui tu prends après et comment tu les prends, dans quelles conditions. Mais c'est vrai que ta question, après, ça elle est simple. Aussi, oui, des revenus et où tu vas finir en fin de saison. Et puis c'est pas en vendant de ces joueurs que tu vas récupérer 20 millions. Donc, si tu te rappelles pas qu'on a Vitinha, on va le vendre 35 millions. Je pense que la question d'Alex Van Tirol, elle était dans ce sens-là aussi. Combien d'argent on va pouvoir en tirer. Et donc, du coup, Ulysse Garcia, avec tu vas pas Ulysse pouvoir Garcia, en tuer. Ça dépend si on se qualifie pour la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League, on aura des sous. Ouais, c'est ça, mais après, est-ce qu'il faudra gagner l'Europa League? Et puis si Paul Lopez nous sauve encore au pénalty face à l'Atalanta, on verra. Bon, on va clôturer. Ouais, on va finir avec le... c'est 1 heure d'émission, on a débordé même 8 minutes en plus. Oh là là. Ouais, Seb, il va m'appeler après l'émission. Tu diras que c'est ma faute, c'est bon. Ça. Le petit prono pour Lens, le match de Lens, Sylvain? 1-0 des familles. Allez, bon, pour nous, hein. Oui. Ouais, précise. 1-0, normalement, c'est pour nous. J'ai dit qu'on perdait pas au Vélodrome. Ma femme, elle comprend toujours pas ça. Hein. Quand je lui dis 1-0, elle me dit pour qui, et j'ai fait la même. Elle fait pareil pour les matchs nuls. Et lui, il est capable de te dire 1-0 pour Lens, mais... Ah, tu vois, il a dit 1-0 non, j'ai dit 1-0 Marseille. Mais non, tu l'as pas dit. 2-1 Marseille. 2-1 Marseille.
Tu veux mon pronostic ou tu veux le pronostic Ah, mais oui, il veut refaire toute l'émission. de Christophe de Concarneau ou de Yannick de Toulon ou des absents? Le tien. Le mien, ça suffit? Ouais, ça suffit. Moi, je vous dis On même le notera sur score, le je vous petit dis les buteurs aussi. Ça, on aime bien ça. voilà, Là, tu prends finis des en bombe. risques, Allez, prends des risques. c'est parti. Allez-y, c'est parti. Et après, vous me charriez si Ouais, je là, je trompe. pense que t'inquiète pas. C'est bon, et ça commence. Ça commence. Moi, je dis qu'on gagne 3-1. Je dis Aubameyang. Je dis Iliman Ndiaye. Oh là là. Ok. Et on va mettre un petit défenseur là. Tiens, ton ami Gigot qui Eh va ben oui, partir Gigot. l'année prochaine. Eh ben, il voilà. va peut-être nous mettre une tête là sur ben, corner ou sous coup franc. Donc Il voilà, en met une. vous avez retenu. Voilà. Gigot Et buteur, qui marque à Aubameyang, Lens? Qui Ndiaye. marque à Lens? Un défenseur marseillais. Non, Medina. Et Gigot. Medina dans la surface, coup de casque. Qui marque à Ou Lens? Frankowski, il est pas. Frankowski. Ouais. Frankowski qui. Il dit Frankowski. Sur qui penalty, c'est mon tireur de penalty, Frankowski. Donc, Penalty. Ah ben ouais. Et oui, j'ai Lens. dit qu'on Et finirait à Wai. 10. Ouais. Ah ouais. Wai. Ouais. Tu vas voir. Ouais, pourquoi Ah pas. ben Paris. En tout cas, on verra. C'est Oh, qui c'est l'arbitre- une- c'est qui l'arbitre dimanche? Retenez, je suis pas sûr que ce soit C'est encore pas encore encore fait. tombé. On n'a pas encore vu ça. T'as vu l'info? Non, passer j'ai pas vu peut-être la désignation. Voilà, on va attendre. Vous aurez sûrement l'info demain sur le faucé1.fr. Donc restez connectés. Puis si vous voulez vous faire un peu d'argent, donc 3-1 pour l'OM ce week-end. Suivez Hichem. Et puis on verra ça dimanche. Il rembourse. À demain, ce sera Loïc Lachaud demain à l'OM au café. Vous allez je vais un peu me reposer et puis on se retrouve dimanche pour Olympique de Marseille, RC Lens. Belle soirée à tous et puis à demain sur le faucé1.fr. Ciao, ciao.